Monsieur le Président et chers collègues, vous avez abordé la question de la contractualisation propre au département dans votre propos liminaire et vous avez évoqué un calendrier très printanier, que j'ose dire aussi très électoral, en dépit d'un droit de réserve ou même d'un devoir de réserve que vous avez ou que vous vous assignez, vous l'avez dit dans votre propos également ce matin, un devoir de réserve sans véritable raison, je dois le dire, si ce n'est peut-être, mais nous le verrons, pour mieux déporter ou reporter des annonces et des événements. Nous l'avions bien compris. En tout cas, rassurez-vous, nous ne vous en voulons pas. Chaque majorité a procédé ainsi depuis toujours à l'amorce d'échéance, mais permettez-moi quand même de dire la nécessité de prudence dont il faudra faire preuve en matière de communication dans la période qui va s'ouvrir. Et puisque votre volonté, vous l'avez rappelé, est de mettre le conseiller départemental au cœur du dispositif, eh bien, je dois dire que nous sommes, nous, disponibles, membres de la minorité, pour y prendre toute notre part, parce que je crois que majorité et minorité, dans ces temps de conférences qui s'ouvriront, ont sans doute beaucoup à dire et à faire. Alors, sur le fond de cette contractualisation, ce printemps va aussi correspondre, vous le savez, à la contractualisation que souhaite mettre en place l'État avec les territoires dans le cadre du CRTE, ce contrat de relance et de transition écologique dont vous n'avez pas dit un mot ce matin. Les départements, d'ailleurs, semblent avoir bien peu de place dans ce dispositif. Le président de l'ADF, Dominique Bussereau, l'a dit vertement la semaine dernière, et j'allais dire que c'est déjà en soi une préoccupation. Mais en tout cas, c'est bien l'ensemble du dispositif que l'on connaît de longue date, et de la DETR et de la DSIL, qui va être ainsi remis en cause à l'échelle du pays et de notre département. Et donc, le département ne peut pas l'ignorer. De quelle manière, Monsieur le Président, cette articulation va se faire? Et notamment avec nos dispositifs, et notamment en veillant à ce qu'il n'y ait pas parfois double financement conséquent, quand ailleurs ou pour d'autres dossiers, il y aurait absence de financement. L'on nous dit qu'il pourrait y avoir ce printemps, au mois d'avril, une commission dédiée à la DETR. Peut-être cela fait-il partie du sujet que souhaite aborder avec ses membres l'État. Nous n'en savons à ce jour rien et cela interroge et inquiète. Je vais vous dire également mon étonnement pour ce qui est des règles nouvelles de répartition de la CFG dont on aura à débattre plus avant dans cette session, où l'on découvre que les règles sont adaptées au gré des constats annuels. L'an dernier avait déjà permis à la commune de Bourg-en-Bresse de bénéficier du dispositif de répartition dépassant en zone blanche les 50 frontaliers. Cette année encore, à hauteur de 100 000 €, ou plutôt avant que vous ne modifiez les règles et que vous écartiez donc cette ville de Bourg-en-Bresse. Alors, est-ce que la règle aurait été la même dans l'hypothèse où une autre sensibilité politique aurait dirigé la ville chef-lieu? Nous ne le saurons jamais. Mais pourquoi la présence de quelques dizaines de frontaliers pèserait plus à l'est du département et mériterait compensation, et inversement ne le mériterait pas à l'ouest du département, alors que nous avons fixé ces règles voilà maintenant 5 ans? C'est incompréhensible. Vous nous rappelez dans le projet de délibération l'esprit de l'accord de 73. Mais à ce que je sache, notre délibération de 2016, qui prévoyait 3 zones, n'avait jamais choqué personne. Alors, la suppression de cette zone blanche, dite blanche, est d'autant plus incompréhensible que l'enveloppe augmente cette année de plus de 3 millions d'euros. Avait-on besoin, par conséquent, d'en modifier les règles? Enfin, si je partage, quant à la question du nucléaire, le point de vue qui consiste à se donner un temps de prolongation de nos centrales, en effet, je crois qu'il faut faire œuvre utile dans ce temps et il faut notamment s'attacher à développer la production d'énergie renouvelable. Parce que, vous le savez, la France a un objectif qui est à terme
de ramener la proportion de cette énergie à 50% de sa production. Et puis vous dites, il s'agit là de l'électricité la moins chère. Vous avez même dit qu'elle est 10 fois moins chère. Mais on sait bien que ça n'est pas la réalité. Il suffit de regarder comment fonctionne le brillant EPR de Flamanville pour se rendre compte qu'on est à un coût de près de 120 € par mégawatt, quand l'on peut ou l'on pourra demain dans le département produire, je l'espère, de l'énergie dite renouvelable et verte, localisée à hauteur de 1/3 à moitié moins. Donc je crois qu'il faut trouver probablement un point médian entre une position qui consiste à dire que le nucléaire est indépassable et un point de vue où, en effet, nous pourrions dès demain remplir nos besoins ou assumer nos besoins grâce aux énergies renouvelables. Il y a des points de convergence qui ont été donnés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je crois qu'il faut que nous nous y tenions sans position effectivement caricaturale d'une part ou de l'autre.